On dit que Paris est la ville lumière, mais Amandine a appris que là où la lumière est trop vive, les ombres n'en sont que plus profondes. Elle n'aurait jamais dû regarder. Au moment précis où son regard a traversé la vitre embuée de la rue Rive Gauche pour se poser sur l'appartement 5C, son destin a été scellé. Cette nuit-là, elle a vu quelque chose que personne ne devrait jamais voir à travers une fenêtre. Ce n'était pas un crime, ce n'était pas de la violence, c'était bien pire. Ce n'est pas l'éclat de l'or ou la beauté glaciale de Sébastien qui l'a faite prisonnière. C'est ce qu'il cachait, un secret qui a transformé sa simple curiosité en une obsession maladive. Désormais, le bruit des pas dans le couloir n'est plus celui d'un voisin qui rentre chez lui. C'est le début d'un jeu où le chasseur et la proie ont échangé leur rôle. Et elle? Elle ne veut déjà plus être sauvée. Avant de continuer, dites-moi une chose. Si vous aviez vu ce qu'Amandine a vu à travers cette fenêtre, auriez-vous détourné le regard? Et si vous aimez les histoires où la lumière révèle plus qu'elle ne protège, alors abonnez-vous à la chaîne, car ce que vous êtes sur le point de découvrir ne laissera personne indemne. Essa parte é fundamental para estabelecer a atmosfera. Em francês, o termo restauradora de arte, restauratrice d'art, carrega uma conotação de prestígio e cuidado, o que torna a invasão de privacidade dela contraste ainda mais interessante. Amandine était restauratrice d'art. Sa vie n'était faite que de patience, retirer des couches de crasse pour débusquer la vérité, dissimulée sous des siècles de peinture. C'est peut-être pour cela qu'elle était si douée pour observer. Son appartement au 5e étage était exigu, mais la fenêtre était son portail ouvert sur le monde. De l'autre côté de la rue, à peine à 10 mètres de là, vivait Sébastien. Il était l'opposé même de la délicatesse d'Amandine. Des mouvements brusques, des chemises en soie noire, un regard qui semblait transpercer le béton. Pendant des semaines, le rituel fut immuable. Amandine peignait à la lueur des bougies et Sébastien apparaissait à sa fenêtre à 21h14 précise. Il ne regardait jamais dehors. Il semblait toujours focalisé sur quelque chose à l'intérieur de son propre sanctuaire. Mais, ce mardi-là, sous un brouillard épais, Sébastien commit une erreur. Il oublia de tirer ses lourds rideaux de velours. L'appareil photo d'Amandine était déjà en place près de la fenêtre. Elle avait l'habitude de photographier les façades anciennes de la rue lorsque la lumière déclinait. Cette nuit-là, pourtant, elle ajusta la mise au point sur quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû observer. Qu'est-ce qui définit un secret? Pour Amandine, c'était la mallette de cuir que Sébastien ouvrait chaque soir. Dans cette lumière ambrée, elle vit l'éclat de lames de bistouri et de petits flacons de verre. Pendant un instant, son cœur vacilla. Était-il médecin, un artisan, ou quelque chose de bien plus sinistre? L'obsession commença comme un besoin de protection, une excuse que son esprit avait forgée pour continuer à regarder. Elle se mit à noter ses horaires, le café qu'il achetait au coin de la rue, un espresso double sans sucre, bu debout, ces femmes qui entraient dans son immeuble et qui ne semblaient jamais ressortir par la porte principale. Amandine avait l'impression de restaurer la vie de Sébastien, pièce par pièce. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, immergée derrière ses objectifs et ses jumelles, c'est que les lumières de son propre appartement la transformaient en une vitrine. Tandis qu'elle étudiait son obscurité à lui, l'obscurité de Sébastien, elle, avait déjà mémorisé chaque détail de son visage. La loi du silence fut brisée un jeudi soir. Amandine était dans sa chambre, l'appareil photo au point, ajustant la mise au point sur la bibliothèque de Sébastien. Elle voulait savoir ce qu'un homme comme lui pouvait bien lire. Soudain, Sébastien s'avança vers la fenêtre. Pour la première fois en plusieurs mois, il ne regardait ni ses documents, ni ses flacons. Il s'arrêta exactement devant la vitre. Le focus de l'appareil d'Amandine était si net qu'elle pouvait distinguer la couleur grise de ses iris. Il ne semblait pas surpris, il ne détourna pas le regard. Lentement, Sébastien leva une main et d'un doigt long et élégant dessina un cercle sur la vitre embuée. Puis, il pointa son doigt directement vers l'objectif d'Amandine. Un sourire froid et prédateur traversa son visage. À cet instant précis, le secret cessa d'être un objet d'étude. Il devint une invitation. Amandine sentit son sang se glacer, mais ses doigts furent incapables de lâcher l'appareil. La sensation d'être vue était aussi intense que la peur d'être découverte. Le lendemain matin de leur confrontation visuelle,
Paris semblait différente aux yeux d'Amandine. L'air était plus épais, chargé de l'électricité de ce qui venait d'être reconnu. Elle n'avait pas pu fermer l'œil. Chaque fois qu'elle baissait les paupières, elle voyait le doigt de Sébastien dessiner ce cercle sur la vitre embuée. Une cible, ou peut-être un portail. Elle tenta de maintenir sa routine. Elle enfila son pardessus en laine grise, enroula son écharpe de soie autour de son cou et descendit les 5 étages de l'escalier en colimaçon de son vieil immeuble. Sa destination était le café de la Lanterne, au coin de la rue. Un terrain neutre. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. En entrant, l'odeur des grains torréfiés et des croissants frais la frappa, mais ne la réconforta pas. Elle s'installa à une table dans un coin, la plus éloignée de la fenêtre, tentant de se cacher du monde qu'elle avait elle-même passé des mois à surveiller. Mais le destin, ou peut-être l'obsession, a un sens de l'humour cruel. La porte du café s'ouvrit. Le carillon tinta, un son qui résonna comme un coup de canon aux oreilles d'Amandine. Sébastien entra. Il ne ressemblait pas à un homme qui venait d'être surpris en plein secret sombre. Il exhalait une clarté perturbante. Il marcha jusqu'au comptoir, commanda son espresso double d'un français impeccable et profond, puis au lieu de partir, il se retourna. Ses yeux gris, pareils au ciel de Paris avant l'orage, balayèrent la salle jusqu'à rencontrer ceux d'Amandine. Il n'hésita pas. Il se dirigea vers sa table. Chaque pas sur le sol en carreaux de ciment résonnait comme un compte à rebours. Amandine sentit ses mains trembler sous la table. Devait-elle se lever et partir? Devait-elle crier? Mais sa voix était coincée quelque part entre ses poumons et sa gorge. La lumière du matin est plus révélatrice que celle de la nuit, ne trouvez-vous pas? La voix de Sébastien était basse, une vibration qu'Amandine ressentit plus dans sa poitrine que dans ses oreilles. Il n'attendit pas d'invitation. Il s'assit en face d'elle, laissant l'arôme de santal et de tabac froid envahir l'espace personnel d'Amandine. Il posa son espresso sur la table, mais ne le but pas. Il se contentait de l'observer comme si elle était une œuvre d'art rare qu'il était sur le point de restaurer ou de détruire. Amandine tenta de soutenir son regard. Après tout, elle était restauratrice. Elle avait l'habitude de traiter avec les secrets de peintres morts depuis des siècles, mais Sébastien était bien vivant, et l'énergie qui émanait de lui était dangereuse. « Que voulez-vous » Sa voix sortit dans un murmure, presque un soupir. Sébastien inclina légèrement la tête sur le côté. Une mèche de cheveux sombres tomba sur son front, lui donnant une apparence presque humaine, si ce n'était l'éclat prédateur de ses yeux. « Ce que je veux, c'est ce que vous voulez, Amandine. La vérité derrière le cadre. » Il connaissait son nom. Le choc parcourut l'échine d'Amandine comme une décharge électrique. « Vous avez passé des mois à m'étudier. Vous connaissez mes horaires, ce que je bois, le moment exact où j'éteins la lumière du salon. Mais vous n'avez pas encore vu ce qui compte vraiment. » Il fit glisser une petite enveloppe de papier Kraft sur la table en bois usé. « Pensez-vous que je sois le monstre de votre histoire, ou êtes-vous simplement désespéré de trouver quelqu'un d'aussi obsédé que vous ?» Amandine fixa l'enveloppe. Ses doigts la démangeaient de l'ouvrir. Elle savait qu'à l'instant où elle toucherait ce papier, il n'y aurait plus de retour possible vers sa vie tranquille et invisible. Elle cesserait d'être l'observatrice pour devenir la protagoniste d'un jeu dont elle ignorait les règles. « Est-ce un avertissement ?» demanda-t-elle, sa voix reprenant une force inattendue. « C'est une invitation, » répondit-il en se levant. « Ce soir, à 21h14. N'utilisez pas votre appareil photo, Amandine. Utilisez vos yeux, et la porte sera ouverte. » Il quitta le café sans un regard en arrière, laissant derrière lui l'enveloppe et une femme dont l'obsession venait de trouver une clé. Amandine revint à son appartement, presque en courant. L'enveloppe dans son sac semblait peser 1 tonne. Elle s'enferma, appuya son dos contre la porte et tenta de calmer les battements de son cœur qui martelaient en ses tempes. Elle se dirigea vers son bureau. Sous la lumière crue du jour, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, aucune menace écrite, aucune photo d'elle. Il n'y avait qu'une seule feuille de papier de soie avec une adresse et une coordonnée temporelle. Et, avec cela, une petite clé en bronze, usée par le temps mais polie. Elle regarda par la fenêtre, de l'autre côté de la rue. L'appartement 5C était silencieux, les rideaux de velours désormais grands ouverts, comme si Sébastien se moquait de son hésitation. Le dilemme d'Amandine était profond. Elle savait que traverser cette rue signifierait abandonner la sécurité de sa bulle de verre.
Pendant des mois, elle s'était sentie puissante de regarder sans être vue. Mais à présent, le masque était tombé. Sébastien n'était pas seulement un objet d'étude, il était un miroir. Il voyait en elle la même solitude, le même besoin de quelque chose de plus intense que la routine monotone de Paris. Elle passa les heures suivantes dans un état de transe. Elle tenta de travailler sur une toile du XVIIIe siècle, mais les couleurs semblaient ternes. Les visages des saints qu'elle nettoyait semblaient la juger. Tandis que le soleil se couchait, peignant le ciel de Paris de nuances violettes et d'oranges brûlées, l'anxiété d'Amandine se transformait en une sombre résolution. Elle n'allait pas seulement observer ce soir, elle allait découvrir ce que Sébastien gardait dans ce coffre. Elle avait besoin de savoir si son obsession à lui concernait le mystère, ou si, d'une manière déformée, elle la concernait, elle. Traverser la rue de Nesle, de nuit, ressemblait pour Amandine à une marche sur une corde raide tendue entre deux abîmes. L'asphalte mouillé reflétait les lueurs jaunâtres des réverbères, créant un sillage doré qui semblait la guider jusqu'à la lourde porte en chêne de l'immeuble de Sébastien. Elle serra la clé de bronze dans la paume de sa main, jusqu'à sentir le métal marquer sa peau. Le froid de Paris lui cinglait le visage, mais la chaleur qui montait dans son cou était le fruit d'une adrénaline qu'elle n'avait jamais éprouvée. Amandine n'était pas une femme de risque. Sa vie n'était faite que de pinceaux fins et de restauration de pigments. Mais là, devant la porte du 5C, elle comprit qu'elle était sur le point de restaurer sa propre âme, quitte à devoir la briser d'abord. La clé tourna dans la serrure avec un clic sec et définitif. La porte céda sans résistance. L'appartement de Sébastien n'était pas celui qu'elle imaginait de loin. À travers l'objectif de son appareil, il paraissait froid et stérile. À l'intérieur, il flottait une odeur de vieux livres, de cire d'abeille et son parfum à lui boisé. Aucune lumière n'était allumée, seul l'éclat bleuté de la lune filtrait par les fenêtres sans rideaux, ces mêmes fenêtres qu'elle avait épiées pendant des mois. Amandine fit un premier pas. Le parquet de bois craqua sous ses pieds, un son qui résonna comme un cri dans le silence absolu. Elle s'arrêta, le cœur battant contre ses côtes, tel un oiseau en cage. « Sébastien » chuchota-t-elle. Aucune réponse. Seul le tic-tac d'une horloge à balancier sur le mur opposé. Il n'était pas là. Ou alors, il se cachait dans les ombres, l'observant tomber dans le piège qu'il avait tendu avec tant de patience. Poussée par une curiosité qui frôlait désormais le délire, Amandine commença à explorer le territoire de son ennemi ou de son amant. Elle n'en connaissait pas encore la définition. Elle s'approcha de la bibliothèque en chêne qu'elle avait tant observée de loin. Ses doigts effleurèrent le dos des livres. C'étaient des traités d'anatomie, des guides de vente aux enchères d'œuvres d'art disparues et des volumes de poésie obscure du XIXe siècle. Sébastien était un homme de contraste. La précision du scientifique alliée à la mélancolie du poète. C'est alors qu'elle le vit. Le coffre-fort. Il était entrouvert, une fente d'obscurité l'invitant à regarder. Amandine hésita pendant une seconde éternelle. Si elle regardait, il n'y aurait plus de retour possible vers l'innocence. Mais l'obsession est une faim qui ne se rassasie jamais de miettes. Elle tira la porte lourde du coffre. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, pas d'armes. Il y avait des chemises cartonnées. En ouvrant la première, Amandine sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'étaient des croquis, des centaines de croquis. Mais ce n'étaient pas des esquisses d'œuvres d'art célèbres. C'étaient des portraits d'elle. Amandine prenant son café, Amandine concentrée sur une toile, Amandine dormant, la lumière de sa lampe de chevet encore allumée. Chaque ligne, chaque ombre de son visage avait été capturée avec une précision presque dévotionnelle. Sébastien ne se contentait pas de l'épier. Il la cataloguait. Pour lui, Amandine était l'œuvre d'art la plus précieuse de Paris, et il était le restaurateur n'attendant que le moment propice pour intervenir. Le frisson qui parcourut l'échine d'Amandine n'était pas de la peur, mais une compréhension dévastatrice. Elle se croyait maîtresse du jeu, l'observatrice silencieuse derrière son objectif. Mais elle n'était que la pièce centrale d'un échiquier bien plus vaste. « Ça, vous avez mis 7 minutes de plus que ce que j'avais prévu, Amandine. » La voix de Sébastien surgit des ombres du couloir, juste derrière elle. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle continua de fixer les dessins d'elle-même dans le coffre. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais chargée d'une étrange fascination. Sébastien fit un pas en avant, entrant dans le rayon de lumière lunaire. Il ne portait pas sa chemise de soie noire habituelle,
mais un pull gris qui le faisait paraître moins prédateur et plus hanté. « Parce que vous êtes la seule personne dans cette ville qui regarde les choses de la même manière que moi, » dit-il en s'approchant au point qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. « Vous ne regardez pas seulement la surface, vous cherchez la fêlure, l'erreur, le secret caché sous la peinture. J'ai passé des années à cacher qui je suis, Amandine, jusqu'à ce que je vous voie m'observer, et j'ai compris que je voulais être découvert par vous. » Il tendit la main et, du bout des doigts, effleura la cicatrice presque invisible sur le poignet d'Amandine, un détail qu'elle-même remarquait rarement. « Ce que vous avez vu à travers cet appareil n'était pas un crime, ma chérie, c'était une confession. » Cette nuit-là, le secret changea de nature. Il ne s'agissait plus de ce que Sébastien cachait dans son coffre ou de ce qu'Amandine voyait par la fenêtre. Il s'agissait de la connexion dangereuse entre deux êtres qui refusaient de vivre dans la banalité du monde réel. Sébastien expliqua son véritable métier. Il n'était pas un criminel ordinaire, il était un récupérateur. Il retrouvait des œuvres d'art volées par des régimes oppresseurs et les rendait à leurs véritables propriétaires, agissant dans les ombres là où la loi ne s'aventurait pas. Les bistouris et les flacons servaient à tester l'authenticité des pigments. Les photos étaient son assurance. « Maintenant, vous savez, » dit-il, emprisonnant son regard. « Vous êtes complice. Si vous passez cette porte et parlez à quelqu'un, vous ne ferez pas que me dénoncer. Vous détruirez la seule chose réelle que vous ayez trouvée depuis des années. » Amandine regarda les mains de Sébastien, des mains capables de détruire et de guérir avec la même intensité. Elle savait qu'elle devrait ressentir de la répulsion ou de l'effroi. Mais ce qu'elle éprouvait était une plénitude sombre. Pour la première fois, elle n'était plus seule dans sa tour de verre. « Je ne dirai rien, » dit-elle, et le poids de ces mots scella leur destin à tous les deux. « Sams, mais je ne veux plus regarder par la fenêtre. Je veux être ici, là où le secret prend vie. » Sébastien sourit, et cette fois, il n'y avait aucune froideur. Il y avait une reconnaissance mutuelle. L'obsession l'avait emporté sur la raison. La transition d'Amandine de la lumière vers l'ombre fut plus naturelle qu'elle n'osait l'admettre. Dans les jours qui suivirent, l'appartement 5C devint sa véritable demeure, tandis que le sien, de l'autre côté de la rue, ne devint qu'un décor vide, une façade pour maintenir les apparences face au monde. Sébastien n'était pas seulement un homme de secret, il était un maître de la précision. Il révéla à Amandine une toile cachée derrière une cloison factice dans son bureau. C'était un portrait de la Renaissance qui, officiellement, n'existait pas dans les registres historiques. « Ça a été volé durant le sac de Rome, Amandine », expliqua-t-il, sa voix vibrant tout près de son oreille alors qu'elle examinait l'œuvre. « Elle est passée entre les mains de tyrans et de marchands de sang. Mon travail est de la nettoyer de sa traînée de mort avant de la rendre à sa place légitime, dans une fondation privée. » Amandine sentit un frisson. Elle n'était plus seulement une restauratrice de musée, elle était désormais une restauratrice de fantômes. Sébastien avait besoin de son toucher, de sa capacité unique à identifier des pigments originaux que le temps avait tenté d'effacer. Tandis qu'ils travaillaient ensemble sur cette table en bois massif, la tension entre eux n'était pas seulement professionnelle. Chaque fois que leurs mains se frôlaient en échangeant un solvant ou un pinceau, l'air semblait entrer en combustion. L'obsession, autrefois nourrie par la distance, était désormais consumée par la proximité. Ils parlaient rarement de sentiments. Leur langage était celui des gestes, des regards posés sur la toile et du silence partagé dans les nuits blanches de Paris. Amandine découvrit que Sébastien portait des cicatrices qui n'étaient pas physiques. C'était un homme qui avait tout perdu pour la beauté, et à présent il voyait en Amandine la seule chose belle qu'il n'avait pas besoin de rendre. Mais le danger de tomber amoureuse d'un homme qui vit dans les failles de la loi, c'est que son passé ne reste jamais enterré. Paris est une ville faite de strates, et ils n'étaient pas les seuls à en fouiller les ombres. Tandis qu'Amandine et Sébastien se perdaient l'un dans l'autre et dans la restauration de l'œuvre volée, un troisième regard se tournait vers eux. Un homme nommé Lucien, un ancien associé de Sébastien, qui croyait que l'art devait être vendu au plus offrant et non rendu par principe éthique, commença à rôder autour de l'immeuble de la rue de Nesle. Lucien n'était pas un observateur patient comme Amandine. C'était un prédateur à la force brute. Il avait remarqué le changement dans la routine de Sébastien,
Il avait remarqué cette femme qui traversait la rue, le regard furtif et le cœur battant. Pour Lucien, Amandine n'était pas une partenaire, elle était une vulnérabilité, une faille dans une armure qui, jusqu'alors, était impénétrable. Une après-midi, alors que Sébastien était sorti pour négocier la remise de l'œuvre, Amandine resta seule dans l'appartement 5C. Le silence, autrefois réconfortant, devint soudain hostile. Elle ressentit cette sensation familière d'être épiée, mais cette fois, cela ne venait pas de la fenêtre de son propre appartement. Cela venait de la rue, en bas. En regardant discrètement derrière le rideau de velours, elle vit un homme immobile sous un réverbère, malgré le plein jour. Il n'avait pas d'appareil photo. Il avait une cigarette et un sourire qui promettaient la destruction. Il fixa directement sa fenêtre et inclina la tête, imitant le geste que Sébastien avait fait des semaines auparavant. Le cœur d'Amandine s'emballa. Le jeu de miroir venait de se transformer en un triangle mortel. Le secret qui l'unissait à Sébastien était sur le point de devenir la corde qui les pendrait tous les deux. Quand Sébastien revint ce soir-là, il trouva Amandine assise par terre, loin des fenêtres, le petit bistouri de restauration à la main. Elle ne travaillait pas. Elle attendait. « Il est là, Sébastien », dit-elle, la voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. Sébastien n'eut pas besoin de nom. Il connaissait le poids de la peur dans son regard. Il s'avança vers elle, l'aida à se relever et prit son visage entre ses mains. « Je vous avais prévenu. Le monde des ombres n'accepte pas de visiteurs sans en réclamer le prix. » chuchota-t-il, le front contre le sien. « Lucien ne veut pas l'œuvre. Il veut ce qu'elle représente. Il veut m'anéantir à travers vous. »« Alors, anéantissons-le d'abord, » répondit Amandine. Sébastien fut surpris. Il s'attendait à ce qu'elle le supplie de fuir, de retourner à sa vie sécurisante, faite de pinceaux et de poussière. Mais Amandine avait été contaminée par l'obsession. Elle ne voulait plus être la proie. Si l'amour entre eux était né à travers l'objectif d'un espion, il serait désormais forgé dans le feu du danger réel. Il savait que la police de Paris n'était pas une option. Appeler les autorités signifierait révéler l'œuvre volée, les photos du coffre et tout le réseau de Sébastien. Ils étaient seuls. Deux âmes obsédées face à un passé qui refusait de mourir. « Nous avons 3 heures avant qu'il ne monte ces escaliers, » dit Sébastien en consultant sa montre. « Qu'avez-vous vu à travers cet appareil pendant tous ces mois, Amandine? Avez-vous vu un homme qui se cache ou un homme qui se prépare? »« J'ai vu un homme qui ne perd jamais, » affirma-t-elle. « Alors ce soir, nous n'allons pas seulement observer, nous allons agir. Esta parte é visualmente fascinante. O uso de espelhos e projeções como armas psicológicas cria um ambiente muito rico para a língua francesa. Traduzi buscando manter o ritmo de contagem regressiva antes do confronto final. L'appartement 5C ne se transforma pas en champ de bataille. Il devint une scène. Sébastien ne croyait pas en la force brute. Il croyait en l'architecture, non celle des bâtiments, mais celle de la perception. Tandis que la nuit s'épaississait sur Paris, il repositionnait des miroirs dans la pièce, non pour blesser, mais pour troubler, pour multiplier les présences, pour faire en sorte que tout intrus doute de sa propre vision. Amandine, de son côté, travaillait sur la table centrale, non avec des solvants dangereux, mais avec quelque chose de bien plus puissant, du papier. Les dossiers du coffre étaient ouverts. Parmi ses croquis à elle se trouvaient d'autres archives, de vieilles photographies, des contrats, des registres de ventes aux enchères illégales que Luciane croyait enterrés sous des années de silence. « L'avez-vous observé comme vous m'avez observé » demanda-t-elle. « Mieux encore, » répondit Sébastien. Il n'a jamais su qu'il était vu. Amandine comprit alors. Lucien ne viendrait pas pour l'œuvre, il viendrait pour le contrôle, et ce qu'il trouverait ne serait pas une résistance physique, il trouverait des reflets. Sébastien alluma le projecteur. Le mur principal de l'appartement fut envahi par des images agrandies, les preuves des transactions clandestines de Luciane, capturées au fil des années. Le jeu avait toujours été une question d'observation, et cette nuit-là, Luciane serait forcé de se voir lui-même. Le bruit de l'ascenseur s'arrêtant à l'étage résonna comme un point final. Sébastien éteignit toutes les lumières, ne laissant que la projection active. L'appartement plongea dans la pénombre. Amandine resta à ses côtés, et non derrière lui. Quand la poignée tourna, le véritable affrontement ne fut pas une question de force, ce fut une question d'exposition.
et personne ne survit indemne à son propre reflet. Lucien entra dans l'appartement comme on envahit un territoire déjà conquis. Il s'attendait à de la résistance, il s'attendait à un affrontement, il s'attendait à de la peur. Il ne trouva que le silence. La pièce était plongée dans la pénombre, à l'exception du mur principal, illuminé par une projection vive. Lorsqu'il fit son premier pas, l'image changea. Ce n'était pas Sébastien, c'était lui. Des photographies agrandies, des registres, des signatures, des transferts, des rencontres dans des galeries clandestines. Le sourire de Luciane vacilla. « Quel est ce tour de passe-passe bon marché ?» murmura-t-il. Amandine sortit de l'ombre, calme. « Ça, vous avez toujours cru que vous étiez le seul à savoir observer. » Un autre clic. Un enregistrement commença à retentir. La propre voix de Lucien, des années plus tôt, négociant la vente d'une œuvre disparue. Sébastien surgit à ses côtés, non pas comme une ombre, mais comme une présence. « Vous êtes venu pour nous intimider, » dit-il d'un ton tranquille. « Mais vous avez oublié une règle de base. » Luciane tenta d'avancer. Mais la lumière s'intensifia. Les miroirs multiplièrent son reflet. Il n'en voyait pas deux, il voyait des dizaines de lui-même. « Le monde des ombres n'appartient pas à celui qui fait le plus de bruit, » compléta Amandine. « Il appartient à celui qui prête attention. » Luciane comprit, trop tard, qu'il n'était pas là pour gagner. Il était là pour être révélé. Le silence qui suivit n'était pas celui de la peur, c'était celui de l'exposition. Et rien ne détruit un prédateur plus vite que de l'obliger à se regarder en face. Lucien recula, non pas vaincu par la force, mais par l'impossibilité de rester invisible. Lucien fut livré aux autorités de manière anonyme, avec les preuves de ses propres crimes de contrebande glissées opportunément dans ses poches. Pour le monde extérieur, ce ne fut qu'une énième rixe entre malfrats du milieu de l'art parisien. Mais à l'intérieur de l'appartement 5C, plus rien ne serait jamais comme avant. Amandine et Sébastien se tenaient devant la fenêtre, regardant l'appartement d'elle de l'autre côté de la rue. Les lumières y étaient éteintes. Son appareil photo était toujours sur son trépied, mais il ressemblait à l'objet d'une vie passée, une relique du temps où elle n'était qu'une spectatrice de sa propre existence. « Vous ne pouvez plus retourner là-bas, » dit Sébastien, sa main posée sur son épaule. Ce n'était pas un ordre, c'était un constat. « Je sais, » répondit Amandine. Le secret est devenu trop grand pour ce cadre. Elle regarda les mains de Sébastien, les mains qu'il avait dessinées, protégées, et qui maintenant la retenaient. Leur obsession n'avait pas pris fin avec le danger. Elle avait simplement changé de phase. Ils n'étaient plus deux étrangers s'épiant à travers des vitres embuées. Ils étaient désormais les gardiens d'une vérité que personne d'autre à Paris ne pourrait comprendre. L'obsession, lorsqu'elle est partagée, cesse d'être une maladie pour devenir un monde. Et tandis que les lumières de la ville scintillaient au dehors, dans l'obscurité de l'appartement 5C, Amandine tira enfin les rideaux. Non pas pour se cacher, mais parce que, pour la première fois, elle n'avait plus besoin de regarder à l'extérieur pour se sentir vivante. Ce qui aurait dû rester secret est devenu une obsession. Et l'obsession est devenue le seul endroit où il pouvait être véritablement libre. Des mois plus tard, si vous vous promenez rue de Nesle par une nuit de brouillard, vous verrez peut-être deux appartements aux fenêtres sombres. On dit que les anciens occupants sont partis pour l'Italie ou pour le sud de la France. Mais si vous observez attentivement les ombres sur les toits ou si vous entendez l'écho d'un rire léger s'échapper d'un café caché dans le marais, vous saurez. Certains secrets ne meurent jamais. Ils apprennent simplement à mieux se mouvoir dans le noir. Si cette histoire vous a fait regarder les ombres d'un autre œil, alors peut-être êtes-vous déjà plus proche de la vérité que vous ne l'imaginez. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Ici, nous n'explorons pas seulement l'amour, nous explorons ce qui se cache derrière.